heureux de vous retrouver à nouveau ce soir dans le cadre de cette émission. Vous le savez, c'est Face à l'actu. La décentralisation est au centre de tous les débats publics au Cameroun. L'enjeu est de donner plus de moyens aux collectivités territoriales décentralisées afin d'améliorer la qualité de vie des populations locales. Notre pays s'est doté d'une loi portant code général du code général des collectivités territoriales décentralisées depuis le 24 décembre 2020. Au moment où des élections régionales sont annoncées, nous allons analyser le chemin parcouru et jeter peut-être les bases d'une probable amélioration de cette loi. Nous sommes ce dimanche avec un expert de ces questions. Nestor Emlé est, vous le savez très certainement, il a pris part en 1996 par exemple aux premières assises nationales intercommunalité et décentralisation, c'était à Yaoundé. Il est le directeur général AIDEA de l'organisme public de coopération intercontinentale OPCI de la Sanaga maritime. Il est enseignant invité coopération décentralisée au centre de formation pour l'administration municipale du Cameroun, le CEFAM, cité à Boya entre 2004 et 2010. Et puis dans ce cadre, il est l'un des rédacteurs avec le professeur Heisenberg du référentiel des métiers communaux et aussi directeur de publication, c'est un magazine, Jumelage et Partenariat Magazine, revue dédiée à la couverture médiatique des acteurs de la coopération décentralisée, édité par le cabinet dont il est par ailleurs fondateur, cabinet Interaction. Bonsoir Nestor. Bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir. Merci de me recevoir. Merci de m'avoir invité. On va évidemment parler énormément de ces questions, mais avant, je suggère qu'on prenne le premier reportage de cette émission, puisque vous le savez, c'est également l'occasion de revenir sur les temps forts des traitements de l'information faits par la rédaction de STV. On va parler de l'interdiction par le ministre de l'administration territoriale dans la région du Nord-Ouest et dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest des armes blanches, notamment des machettes, qui, comme vous le savez, sont grandement impliquées dans les crimes, meurtres et assassinats qui se déroulent dans ces régions, secouées par une crise sociopolitique. Suivez plutôt. Acheter des machettes, haches ou des fers de construction de diamètre 6, 8 et 10 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il faudra soit posséder une plantation des champs ou une boucherie pour le premier cas, soit être sur un chantier de construction avec permis de bâtir pour le second cas. Telles sont les dernières mesures conservatoires prises par le ministre de l'Administration territoriale qui vient d'instruire au gouverneur de ces deux régions, Adolphe Lélé-Lafrique et Bernard Okalabilaï, de recenser dans toutes les quincailleries et magasins de leurs unités administratives respectives les stocks de machettes, haches et de fer disponibles. Des objets qui feront l'objet de déclarations sur l'honneur des propriétaires. Aussi, tout citoyen désirant acheter une machette devra au préalable obtenir une autorisation de son sous-préfet après justification de son activité agricole. Quant au vendeur, il devra identifier l'acheteur, son numéro de téléphone, la situation de son domicile, vérifier la CNI de son client et en garder une copie. Mesure applicable également pour l'acquisition du fer à beton de diamètre 6, 8 et 10. Cette mesure de Paul Atangandi intervient dans un contexte où sont de plus en plus perpétrés des meurtres à l'aide de machettes et haches et où ce matériel de construction sert à la fabrication d'engins explosifs. Les dites mesures seront tout d'abord appliquées pendant 4 mois et éventuellement renouvelables. Les contrevenants s'exposeront aux sanctions prévues par la réglementation. Notons que cette mesure n'est pas la première du genre prise par Paul Atangandi depuis le début de la crise. Le 4 avril 2018, dans un communiqué, il interdit jusqu'à nouvel ordre pour des raisons sécuritaires la vente des armes de chasse et la fermeture de toutes les armureries dans 6 régions du Cameroun, soit l'Adamawa, le centre, le littoral, l'ouest et bien sûr le nord-ouest et le sud-ouest. Je rappelle que vous êtes appelé par certains le Camerounais qui s'occupe des questions de décentralisation en France, en Europe, en Occident, mais aussi dans certains pays africains. Je l'ai dit, au regard de notre code général de la décentralisation et de l'implémentation qui en est faite jusqu'ici, pratiquement 8 mois après, nous sommes en août, quelle est la première lecture, les premières leçons que vous en tirez, vous qui avez longuement travaillé sur cette question-là avec le gouvernement et d'autres partenaires. Je rappelle par exemple qu'en 2008,
avec les élus locaux, vous avez travaillé sur la gouvernance et le leadership local. Mais écoutez, ma première réaction est de vous dire que quand j'arrive au Cameroun en 1996 pour impulser l'intercommunalité en Sanaga-Maritime, le Premier ministre, chef de gouvernement, dissout les syndicats de communes d'initiative gouvernementale. J'arrive pour impulser la création des établissements publics intercommunaux d'initiative locale, c'est-à-dire portés par des élus locaux. Donc, pourquoi nous commençons à promouvoir l'intercommunalité à ce moment? Mais tout simplement parce que l'intercommunalité, en réalité, obéit au double principe de délégation de compétences et de subsidiarité. Pratiquement la même chose que la décentralisation. Donc, c'est une évolution qui, à s'y méprendre, prépare les élus à l'avènement de la décentralisation. C'est une étape, c'est un chaînon manquant qui fait cruellement défaut dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous savez, la France, par exemple, se décentralise en 82, mais antérieurement, toutes les collectivités, par exemple, françaises, c'est un pays dont on s'est inspiré énormément pour organiser l'administration territoriale de la République. Il y avait déjà, l'intercommunalité était consacrée. C'est une école. Cela nous a manqué. C'est un chaînon manquant. Vous savez, pour faire, il faut savoir. On demande aux collectivités, on demande aux communes, et même au gouvernement et aux autres acteurs majeurs de la vie locale, les autorités administratives locales également, de transformer, c'est-à-dire de prendre leur marque en un temps record, sans préalable. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas évident. Il faudra être un peu patient. Donc oui, c'est vraiment, on ne part pas de rien quand on s'engage dans la décentralisation. Mais au Cameroun, je vous dis, on dissout les syndicats de communes en 1996 et avec raison. Ces syndicats de communes sont d'initiative étatique. Mais n'ayant pas convaincu de leur viabilité et même de leur efficacité, le gouvernement, avec raison, décide d'y mettre fin. Moi, j'arrive en Sanaga-Maritime, ça aurait pu être dans un autre département du Cameroun. Vous savez, je quitte quand même des fonctions internationales à Bruxelles, où je dirigeais le programme Jeunesse et Coopération, Absolument. Union Européenne, États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. À l'époque, 15 pays, 91 et 15 et 71, pour atterrir dans un petit département. Et c'est donc un engagement militant, empressé par cela, par un certain nombre de personnalités camerounaises, notamment Isabelle Basson, ambassadeur à Bruxelles, de regretter mémoire, une grande patriote, l'honorable Zebembe, qui est vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque et négociateur des conventions de Lomé. Au moment où nous faisons la 19e Assemblée paritaire à Dakar, où j'ai été chargé des questions de jeunes, me demande de venir au Cameroun militer pour préparer la mise en œuvre de ce chantier. Mais il fallait avoir un test, une recherche-action. C'est ce que nous avons fait à IDEA. Depuis 1996 à aujourd'hui, les élus, ceux qui sont chargés de la décentralisation, l'implémentation de cette loi-là, ne sont pas à la hauteur, je veux dire, en termes de formation? Non, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'essaye de vous dire, de demander aux Camerounais et à tout le monde de faire preuve d'un peu de patience. Pourquoi? Parce que c'est une pratique. Vous savez, il y a un temps pour le droit. Vous avez parlé des lois. Nous sommes entre 2002 et 2020, il y a eu l'ossature juridique de la décentralisation. Mais ça, il y a un temps pour le droit, il y a un temps on ne va pas faire éternellement du juridisme. Nous passons dans le dur. Les questions aujourd'hui de servir les Camerounais et de donner des saveurs, des odeurs et des couleurs à la décentralisation. Il faut qu'elle touche la vie quotidienne des gens. Et alors, pour ça, il nous a manqué quelque chose, cet entraînement. Notre idée était de faire cela en Sanaga-Maritime et d'élargir progressivement vers les 57 autres départements du pays avant l'entrée effective des outils ou des textes de la décentralisation. Cela nous a cruellement manqué. Le jeu des acteurs était truffé de soupçons. Donc cela n'a pas été facile. Ceci dit, les Camerounais ont aimé être élus.
c'est déjà, ne soyons pas... La décentralisation n'est pas un chantier figé, il est dynamique. Nous remarquons que les Camerounais aiment l'idée d'être maire. C'est déjà une bonne nouvelle. Vous savez, il y a des pays, allez en France actuellement, il y a eu beaucoup de démissions de maires. Gens qui ont estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment pris en compte, mis en valeur et même protégés, et qui ont menacé de démissionner au Cameroun. Les Camerounais aiment l'idée d'être maire. C'est déjà une bonne nouvelle. Vous savez, il faut donc faire preuve d'un peu de patience. Bien sûr, il y a d'autres choses qui sont un peu limites. D'accord. Alors, le Cameroun a choisi d'implémenter cette option-là, j'ai failli dire en 2 temps. Oui. D'abord, il y a les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui, elles, sont concernées par un statut spécial. Oui. Et puis, il y a les autres régions qui sont concernées par la décentralisation en elle-même. Est-ce que ça n'a pas, cette spécificité-là, je veux dire, quand on y regarde de plus près, ne donne pas le sentiment d'une hésitation du mécanisme mis en place effectivement, sachant que l'objectif étant de rapprocher la décision des populations qui sont administrées? Mais je vous renvoie à la question. En quoi le statut spécial sort les régions du sud-ouest, du nord-ouest de la décentralisation? Nous sommes bien et bien en pleine décentralisation, y compris dans le cadre d'un statut spécial. La Corse, en France, a un statut spécial. En Espagne, il y a des régions qui sont régies par un statut spécial. On n'est pas pour autant en dehors de la décentralisation. Donc, pour moi, la décision politique qui consistait à donner davantage de pouvoir, c'est-à-dire une autonomie un peu plus grande à ces régions, obéit à un contexte, à un environnement qui le commandait. Mais nous sommes bel et bien en décentralisation, y compris dans le cadre des régions qui aujourd'hui bénéficient, dans le cadre des lois de la République, de ce statut. Alors aujourd'hui, on observe comme, je ne vais pas dire un jeu de ping-pong, mais je veux dire que les maires en demandent davantage et estiment qu'ils sont prêts. En même temps, le pouvoir public, le pouvoir central, donnent l'impression d'avoir un frein à main. Ça s'est vu dans plus d'une commune où le maire estime que pour une telle compétence, c'est à la commune de s'en occuper. Les pouvoirs publics, du moins le gouvernement central, estime autre chose. Est-ce que ce ne sont pas là des facteurs qui, effectivement, ne donnent pas, je veux dire, l'impulsion véritable à ce choix politique qu'on s'est fait? Vous parlez de quoi? Vous parlez du principe de subsidiarité, l'argent qui ne vient pas ou qui ne vient pas suffisamment? L'argent, les compétences, la gestion des ressources du sol ou du sous-sol et ainsi de suite. La collecte, effectivement, de quelques taxes. Mais dans quel pays vous croyez que, par exemple, vous parliez de la gestion du sous-sol, les communes sont chargées de gérer le sous-sol? On nage dans le délire, là. Mais, vous savez, avec la loi de 74, la première loi communale qui a été en vigueur de 74 à 95, les communes qui étaient des collectivités publiques locales, c'est-à-dire des démembrements de l'État, étaient régies également par les mêmes compétences, compétences générales, comme l'État, sur notamment les questions sociales, les questions d'économie locale, les questions de la jeunesse, de l'aide à la jeunesse, en fait, de tout. Mais c'est une pratique. C'est-à-dire, encore une fois, vous faites avec ce que vous avez progressivement. Et bien évidemment, viennent s'ajouter des compétences nouvelles et dans le cadre de ce double principe, compétences et subsidiarité, des ressources nouvelles. Mais je pense qu'il faut faire le bilan de ce que... Nous sommes dans, je crois, la 4e mandature, entre 1995 et 2020. Absolument. Combien a-t-on reçu? Qu'en a-t-on fait? Et surtout, pour être édifié, essayons de voir la période 74-95, ce qu'on recevait et ce qu'on en faisait. Il faut, sans complaisance, une évaluation, un audit de ce chantier. Pour que... on ne peut pas continuer à demander... Moi, j'ai dit qu'il y a eu beaucoup moins d'argent entre 74 et 95, mais beaucoup plus de développement. Vous pouvez vérifier. Et entre 95 et 2020, 4 fois plus de ressources et moins de développement. Bien évidemment, il n'est pas... dans mon propos, à soupçonner qui que ce fût de distraction de la fortune publique. Les maires ne sont pas des voleurs, ce sont des gens sérieux qui veulent travailler pour leur pays. Mais
il faut essayer de prendre des décisions stratégiques en termes de dépenses. Par exemple, moi je l'ai dit très clairement, s'il m'était donné d'émettre un avis, je n'aurais pas privilégié la construction des hôtels de ville. Il faut construire l'économie locale, c'est important. C'est elle qui va permettre aux maires, justement, d'être autonomes financièrement, c'est-à-dire d'avoir une assiette fiscale à leur portée et près d'eux pour améliorer la gouvernance. Là, vous me parlez des dotations de décentralisation en termes de fonctionnement et en termes d'investissement. C'est des leviers qui ne tiennent pas par eux-mêmes, mais ils ont des responsabilités et des missions à remplir. Et ces missions leur seront bénéfiques. S'ils réalisaient, s'ils développaient l'économie locale. C'est la même chose. Mais c'est la même chose, y compris au niveau d'un pays. On peut en parler, l'économie locale. C'est quoi? C'est de s'assurer qu'on a un menuisier par ici. Quand quelqu'un meurt, eh bien, son cercueil est acheté dans la commune. Il y a un effet induit directement au niveau de l'assiette fiscale. C'est d'avoir un photographe, un boulanger, un poissonnier, c'est de servir les Camerounais. Je crois que les maires doivent massivement investir pour que l'économie locale soit structurée, accompagner en tant que régulateur leur organisation. Ce sont les partenaires du maire. Actuellement, les maires sont face à eux-mêmes. Il leur faut des partenaires. Leurs partenaires, ce sont des opérateurs économiques, ce sont les corps de métier, ce sont des entreprises. Il faut absolument organiser. C'est tout cela qui va leur permettre d'avoir des ressources et des outils nécessaires à la transformation territoriale et à l'embellissement de nos collectivités, de nos villages et de nos quartiers. On reste dans le nord-ouest et le sud-ouest pour prendre ce deuxième reportage de l'émission de ce soir. Encore au niveau du MINAT, cette fois-là, Paul Atangadi a reçu les chefs traditionnels de ces localités, comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, en proie à la crise sociopolitique qui s'est mutée en conflit. Les chefs traditionnels ont quitté ces localités depuis, pour certains, le début de cette crise. Il leur est demandé d'y retourner. Suivons plutôt. Perpétrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, de nombreux chefs traditionnels terrorisés par les séparatistes anglophones ont abandonné leur village pour trouver refuge dans les zones les plus sécurisées, notamment la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Aujourd'hui, les parlementaires, les chefs traditionnels et surtout le gouvernement, dont la voix est ici portée par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi, essayent de trouver des voies et moyens pour que les gardiens des traditions puissent rentrer dans leur palais au nord-ouest et au sud-ouest. Vous savez, le chef d'État, son Excellence Paul Biya, lui-même, le fond des fonds. Et puis il était préoccupé du fait que certains fonds sont résidents ici, ça fait déjà un certain temps. Et vous savez, les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Donc normalement, ils occupent un territoire et ils doivent exercer leur autorité sur ce territoire. Donc les fonds du nord-ouest et du sud-ouest, pour la plupart de ceux qui sont à Yaoundé, c'est des fonds qui ont été victimes des atrocités des terroristes. Tour à tour, le ministre Paul Atangadi écoute les chefs traditionnels. Des échanges profonds visant à garantir leur retour en toute sécurité en terre natale. Nous sommes en train de profiner les stratégies pour permettre que tous les chefs regagnent leur chefferie en paix. Parce que quand le chef n'est pas là, le village n'est pas là. Ils doivent être au village, ils doivent être là pour accompagner l'administration pour qu'ils puissent maintenir et faire revenir la paix que nous avons à toujours avoir dans ce pays. Une paix dont le retour se pointe à l'horizon, rassure le patron de l'administration territoriale, au-delà des récentes violences observées ces derniers jours. Mais nous avons fait une évaluation de la situation sécuritaire et il est évident. La nuit où j'ai vu... Désolé pour ce léger décalage en termes de transition. Cela dit, si tant il est qu'il y a un rythme à se donner ou à avoir dans la mise en œuvre du processus de décentralisation, combien de temps nous reste-t-il? Quel temps nous faudra-t-il pour véritablement implémenter Non, la décentralisation... ce n'est pas une affaire de temps. Il faut permettre justement à tous les acteurs majeurs de la vie locale de prendre leur marque. Il y a des chaînons qui manquent. Et je vous dis, dans cette affaire, il faut
sortir de la culture de gestionnaire de crédit que nous avons en bon père de famille, comme on dit, au Cameroun. Et tout le monde lorgne vers le budget de la nation, c'est bien. Mais il faut des ressources additionnelles. Je vous ai parlé tout à l'heure des ressources qui viendront de l'économie locale. C'est quelque chose de très sérieux. S'il n'y a pas d'économie locale organisée, construite, il n'y aura pas de décentralisation effective dans ce pays. J'en fais le pari. Alors ensuite, vous avez ce que j'appelle les ressources non financières. Ces ressources non financières ne peuvent pas être mobilisées s'il n'y a pas exemplarité. Prenons le cas du bénévolat. Demandez aux Camerounais ce que c'est que le bénévolat, s'ils sont prêts, par exemple, à fleurir les façades de leurs immeubles, à faire du nettoyage même devant leur domicile. Ils vous rétorqueront que c'est le travail de la mairie. Eh bien, alors le jour où effectivement, je suppose, ça se fait déjà dans un certain nombre de localités. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas une question de temps. Maintenant, la décentralisation, c'est maintenant. L'implémentation de la décentralisation, c'est maintenant. Il faut créer les conditions de mobilisation des ressources non financières, c'est-à-dire d'engager les Camerounais de façon volontaire à prendre part. Les lois qui ont été adoptées, les lois qui ont été préparées font place aux citoyens, à la société civile, aux organisations non gouvernementales, même aux partenaires au développement, pour contribuer à ce que la décentralisation soit effective dans notre pays. Mais ce travail d'animation, ce travail de mobilisation des autres acteurs incombe aux magistrats municipaux, aux élus. Et à tous les conseillers municipaux, chacun dans son quartier, dans son village, doit prendre part à ce travail. Vous avez des Camerounais qui ont été des fonctionnaires, des enseignants, qui reviennent dans leur quartier, dans leur village après pour une retraite bien méritée. Ils peuvent être mobilisés pour participer. Tout le monde, on ne peut pas financer, c'est-à-dire toutes ces tâches avec des ressources, par de l'argent, par des salaires ou par des indemnités. Il y a une part de ressources qui manque et qu'il faut aller mobiliser. Mais encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure des immeubles, c'est-à-dire qui ont leur utilité. Mais je pense que ce n'est pas le premier niveau. Il fallait travailler, on peut toujours le faire et se rattraper. L'argent qu'on mobilise pour permettre à une commune, par exemple, de construire un hôtel de ville, peut être mobilisé pour permettre à un pays de construire à une commune de construire l'économie locale. Et ensuite, un peu plus tard, vers le deuxième, on pourra construire un hôtel de ville. Ça, c'est un préalable. Tout cela permet de créer l'exemplarité. Il faut que les Camerounais s'approprient la décentralisation. Elle ne se fait pas en isolant les Camerounais. Vous ne pouvez pas faire la décentralisation en disant « nous travaillons pour vous ». Faites des beaux rêves. Nous le faisons en interaction avec les populations. Vous le dites avec insistance et certainement à raison, impliquer davantage les Camerounais. Mais qu'est-ce qui fait blocage? Pourquoi avez-vous le sentiment que les Camerounais ne s'y intéressent pas davantage? J'ai le sentiment que les maires sont beaucoup plus, dans une vision comptable, la décentralisation. C'est-à-dire, voilà, j'ai reçu ça, c'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de problème de distraction de la fortune publique. C'est-à-dire qu'ils font au mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils reçoivent. Seulement, c'est que les actions qui sont menées continuent à renforcer, à donner l'impression que les communes sont des institutions budgétivores qui ne servent à rien et qui en rien ne touchent la décentralisation. C'est vrai que ce serait un échec. En réalité, le gouvernement ne peut pas seul faire la décentralisation. Est-ce que ce n'est justement pas la structuration qui donne cette impression? Non. Qui semble proche de la réalité? Non, c'est un travail. Quand on regarde le budget d'investissement, les budgets de... C'est pas un problème financier. De fonctionnement. Non, si l'argent au Cameroun, je vous ai dit qu'en 1974 et 1995, il y avait moins de ressources et plus de développement. Mais qui était chargé du développement local? C'est le gouvernement. C'est-à-dire c'est l'État, ce sont ces ministères techniques. Tout cela se passait très bien. Les communes n'ont pas des ressources humaines nécessaires pour opérationnaliser la décentralisation. Mais il manque d'autres ressources. Je vous ai parlé des ressources non financières. Une ressource sans l'autre. Si on alignait des dizaines de milliards, on ne fera pas la décentralisation au Cameroun si on n'additionne pas cela avec les autres ressources auxquelles je fais allusion tout à l'heure. J'en fais le pari ici. Donc ce n'est pas
L'argent est important pour faire cela. Et les maires ont raison d'insister et de tout faire pour que le gouvernement tienne ses engagements par rapport aux ressources qui avaient été promises pour ça. Mais ce n'est pas suffisant. Les maires doivent faire le tapin, doivent organiser les partenariats intra-communaux. En allant vers les acteurs de l'économie locale, en allant vers des écoles, des centres de formation, qualifiants, diplômantes ou non, pour que ces jeunes qui sortent ne se retrouvent pas au chômage pour casser, voler et ainsi aller dans la position, mais qu'ils soient immédiatement happés et installés par des prêts d'honneur. Moi, je vous parle de mes solutions et je vous parle de ce qu'on a déjà fait. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai une dizaine d'années d'expérience de recherche-action en Sénégal-Maritime. Avec la coopération belge, nous avons distribué des prêts d'honneur. Je peux vous donner, allez, vous êtes journaliste, faites de l'investigation. Donc nous sommes là en train de parler. En tant qu'expert, je ne pouvais pas aller au-delà de faire des tests et de montrer aux politiques. Ce sont des maires qui ne m'ont pas suivi, qui ne nous ont pas suivis. Ce ne sont pas des exemples qui ont manqué, avec notamment des partenaires du Cameroun. À l'heure des charges, sans forcément être l'avocat du diable, les maires, eux, ils estiment justement que tel que orienté, tel que défini, tel que implémenté, la loi, le code général actuel ne leur donne pas une grande marge de manœuvre. Bon, c'est très difficile. Je vous dis, on n'accède pas au premier étage sans rez-de-chaussée. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire au mieux avec le peu de ce qu'on a, tout en revendiquant avec force. Je suis avec les maires pour demander au gouvernement, il y aura probablement ce qu'on appelle des contrats État-commune, en attendant que la région arrive, ensuite peut-être entre région et commune. Il y aura, je vous ai dit que la décentralisation était un processus dynamique. Ce n'est pas tout de suite. C'est au fur et à mesure, on apprend la marche en marchant et les partenaires, les acteurs prennent leurs marques, le gouvernement, les préfets, les maires, ainsi de suite. Et les institutions également, on parle de la Cour des comptes par exemple, elle n'est pas encore décentralisée. Et le préfet va continuer à faire fonction en assumant la responsabilité de contrôle de fait. Alors voilà, je sais que c'est l'une des paumes de discorde qu'on rencontre sur le terrain. C'est un travail, c'est-à-dire évitons comment dirais-je, d'érater pour ce Mayorat qui vient de commencer. Nous sommes à 100 jours. Vraiment, essayons de sortir du juridisme et rentrons dans le dur en commençant à servir les Camerounais. N'ayez pas peur, messieurs les maires, de distribuer des prêts d'honneur à vos jeunes administrés. C'est une, comment dirais-je, c'est une option, c'est une assurance pour l'avenir. Peut-être que les effets induits ne se feront pas sentir pendant que vous êtes maire. Mais vous savez, la commune ne commence pas avec l'arrivée des maires actuellement élus et ne commencera pas avec ceux qui viendront. Il faut travailler, il faut être dans un processus dynamique qui se consolide d'un Mayorat à l'autre. Ça, c'est quelque chose de très important. L'un des autres faits marquants de cette semaine, ce sont les inondations à Douala. On l'a plus ou moins tous vécu depuis jeudi. La ville a été pratiquement, s'est réveillée les pieds trempés dans l'eau. Les autorités locales s'en sont saisies et le gouverneur a fait une sortie pour en parler. On découvre tout cela à nouveau dans ce reportage. Au vu de la situation critique provoquée par les graves inondations qui se sont abattues sur la ville de Douala tôt ce vendredi vers 4 h du matin, le gouverneur du littoral a activé le comité régional de crise et convoqué aussitôt la presse dans ses locaux. Nous avons tous été réveillés par cette pluie qui, aux environs certainement de 4 h du matin, s'est enclenchée. Et j'ai jugé utile d'activer le comité régional de crise, puisque pour nous, cette pluie a constitué une véritable crise. Et le plan Orsec nous impose ainsi de pouvoir l'activer et de trouver des voies et moyens pour apporter solution à ce grave sinistre qui s'est abattu dans notre ville. Je tiens à rappeler que le gouvernement de la République, au travers des structures de la météorologie, nous a prévenus
depuis le mois de juin que les averses qui se dessinaient à l'horizon devant concerner les mois de juin, juillet et août allaient nécessairement impacter les zones agricoles de notre pays et qu'à cet effet, nous devions prendre certaines mesures. Et parmi ces mesures, figure en bonne place l'implication des municipalités dans les travaux de curage de drains et des caniveaux. Seulement, ces drains et caniveaux ne pouvaient pas suffire à contenir les inondations d'aujourd'hui selon le gouverneur, au vu du degré de pluviométrie enregistré à Douala. Et vous comprenez avec moi que beaucoup de nos municipalités se sont jetées à l'eau pour pouvoir curer les caniveaux. Mais le degré de pluviométrie a été tel que même avec des caniveaux curés à Douala, en cette journée, les caniveaux ne suffisaient pas. Voilà donc quelques raisons évoquées par le gouverneur au regard de ces inondations. Nestor, la ville de Douala, les pieds trempés. Ben, écoutez, il y a des inondations pour les mêmes raisons à Washington, à Paris, on a vécu cela. C'est-à-dire, en fait, le gouverneur a raison. C'est pas facile de jeter la patate chaude comme ça. Non, 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 non. Le gouverneur a raison. C'est-à-dire qu'il tombe en quelques heures, je veux dire, une quantité d'eau qu'on peut avoir sur plusieurs mois. Et c'est inévitable. Bon, cela n'excuse pas le fait qu'il y a des problèmes et auxquels les élus locaux doivent faire face. Mais dans le cas de l'espèce, je crois qu'il faut faire amende honorable au gouverneur qui a pris la mesure de cette crise, de ce petit cataclysme et qui a déclenché le plan Orsec avec raison. Voilà, moi je pense qu'il y a vraiment, ça aurait pu être à Paris, ça aurait pu être dans n'importe quelle ville ou région du monde. Je suggère qu'on écoute également un extrait du maire de la ville. Le maire Mbassandinen est lui également descendu sur quelques sites qui ont été inondés par ces eaux-là. Et à l'issue de cette réunion de crise, cette rencontre avec le gouverneur, il a dit un mot. Écoutez, Douala effectivement fait face à deux phénomènes qui malheureusement arrivent concomitamment. Le premier, c'est que depuis 3h30, 4h du matin, il y a de fortes précipitations. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, la pluie tombe. Nous avons, dans les semaines qui précèdent, curé des drains, des caniveaux. Mais il se passe que ces drains et ces caniveaux sont désormais remplis. Pourquoi? Et ça, c'est le deuxième phénomène. Il y a la mer, le niveau de la mer a augmenté. Il était de 2,70 m à partir de 7h du matin. D'après la météo marine, ce n'est que vers 14h28 que le niveau de la mer reviendra à 0,60 m. Et là, les eaux vont commencer à s'écouler vers la mer. Donc les drains sont remplis, ne peuvent pas écouler l'eau vers la mer. C'est plutôt l'eau qui vient de la mer qui rentre dans les terres. Avec les fortes précipitations, vous ne pouvez rien faire et on ne peut avoir que des inondations. Je suis simplement fier de voir que les habitants sont organisés et qu'il y a une solidarité qui est en train de s'exprimer partout où je suis passé. C'est un appel à la prudence que nous pouvons lancer aux populations. Faire attention, laisser les voitures déjà garées pour que les services de secours puissent circuler librement. La deuxième chose, c'est que les gens qui habitent les bas-fonds doivent les évacuer. Et la troisième chose, c'est que nous allons intensifier plus que par le passé la libération des drains. Nous avons déjà commencé, mais nous allons accentuer. Mais l'arrivée concomitante des deux phénomènes, la forte pluie et la montée de la marée, font qu'on ne peut rien faire. Il faut dire que les jours à venir sont également en alerte orange et rouge pour certaines zones, notamment les zones côtières. La ville de Douala est concernée. On demande aux populations de davantage prendre des mesures, s'éloigner des zones sensibles à côté dégager les drains et puis s'éloigner des autres zones sensibles, évidemment pour limiter au maximum les dégâts. Cela dit, que faut-il faire aujourd'hui
pour mieux implémenter, je vais dire davantage, cette décentralisation-là? Dans quel domaine? Dans les différents domaines en termes de gestion des compétences, qui sont des ressources humaines, matérielles et autres, davantage mettre la commune face à ses responsabilités. Non, mais d'abord, il faut faire en sorte que tous les acteurs majeurs de la vie locale travaillent ensemble et soient entraînés à prendre leur marque. Il faut des séminaires paritaires. Au lieu de fustiger par exemple les autorités administratives, l'initiative peut venir d'elles, mais elles peuvent aussi venir des élus locaux. Chaque acteur on a besoin de travailler en synergie et en interaction pour opérationnaliser la décentralisation. Les autorités administratives, les autorités municipales, mais également les autres acteurs, notamment économiques. Il faut organiser, j'insiste là-dessus, la vie économique locale, les organes représentatifs des différents acteurs. Il faut organiser également la vie associative. Moi, maire, je créerai au niveau municipal ou au niveau même intercommunal avec mes pairs des chambres associatives, pour que cette ressource, je parle des ressources non financières, soit structurée, organisée et vienne en supplément dans toutes les autres ressources qu'on aura mobilisées pour que les choses se mettent en œuvre. Prenons l'exemple, par exemple, de la compétence culturelle. On ne demande pas au maire de devenir guitariste, ainsi de suite, mais de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de leviers pour permettre à la vie culturelle de se faire et de se faire sentir. Pareil pour la compétence jeunesse, l'action éducative locale. Ce sont des compétences qui sont déjà transférées, mais il faut savoir les mettre en œuvre. Les maires ont besoin d'être accompagnés. Et nous disons, je veux dire, je ne prêche pas pour ma chapelle, mais je dis que, d'ailleurs, nous avons pris des mesures pour que l'accompagnement qu'on apporte aux collectivités locales soit, je veux dire, que les coûts ne soient pas, tiennent compte de la situation des communes. Beaucoup de communes au Cameroun, la plupart des communes sont sinistrées et sont pratiquement en faillite. Même les grandes villes seraient étonnées. Donc, tout qu'est-ce qui explique? Mais qu'est-ce qui explique? La dette. Les communes sont endettées, extrêmement endettées, beaucoup de communes. Écoutez, je viens de livrer une consultation experte auprès de l'exécutif de la ville de Nkonsamba, la grande ville de Nkonsamba. C'est une commune extrêmement endettée. Le maire, avec raison, s'efforce de rembourser les dettes. Je veux dire, puisque c'est une consultation qui a été payée par la diaspora de la ville de Nkonsamba en Europe, eh bien, je peux vous dire, l'une des préconisations, c'est d'arrêter de payer et de négocier un moratoire avec, notamment, les différents créanciers. Ce n'est pas de payer, c'est un peu comme si on soignait un malade, à qui on faisait, par exemple, un malade de cancer, on faisait une chimio qui permettait qu'il guérisse, mais ensuite qu'il meure. À quoi ça sert? Non, moi, je crois qu'il faut geler. Et surtout négocier, parce qu'il ne faut pas non plus, il faut être crédible et surtout garder la crédibilité de sa signature. Ce n'est pas question de ne plus payer, mais de négocier, c'est-à-dire d'emporter l'adhésion des créanciers sur cette situation et de continuer, mais à condition justement que ce temps et ce repli lui permettent de construire l'économie locale. C'est de cela dont il s'agit. Le gouvernement, le budget de la nation et les dotations qui sont transférées ne suffiront pas à elles seules pour la transformation territoriale et pour l'embellissement de nos localités. Il faut des ressources nouvelles. Ces ressources nouvelles font défaut et elles vont d'ailleurs permettre aux maires justement d'implémenter la décentralisation, parce que quand vous mettez au travail des gens, ben vous créez de la richesse. Vous créez la richesse et vous contribuez à lutter contre le chômage des Camerounais. Vous travaillez pour les Camerounais. Et surtout, on commence à voir les effets de la décentralisation. Écoutez, prenons l'exemple du social. Chaque maire doit avoir une carte sociale de sa localité, quartier par quartier. Combien y a-t-il des pauvres? Il y a des personnes âgées qui n'ont pas de parents et qui crèvent la dalle, qui ont faim. Il faut des banques alimentaires. Il y a toute une série de choses à mettre en place pour que la décentralisation, comme je le dis, puisse avoir des couleurs, des saveurs et des odeurs. Tout cela aujourd'hui, on n'a pas obligé de geler les choses et d'attendre la mer, d'attendre que ça vienne. On peut le faire. Nous, on a essayé. Organiser, par exemple, l'évacuation des vivres, animer les marchés périodiques. Moi, je l'ai fait en Sanaga maritime. Vous avez des maires qui ont, avec des financements du FEICOM, réalisé des marchés. Mais ces marchés servent de dortoir aux moutons. C'est un non-sens.
Il faut que les populations s'en approprient et puissent y apporter leur production agricole. Seulement, moi j'ai fait une enquête, on a travaillé avec les populations qui nous ont fait comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas amener leur production dans ces marchés. Il faut organiser derrière, comment dirais-je, une collecte de ce qui n'aura pas été vendu. Et aller vendre. Moi, je l'ai fait en Sandaga-Maritime comme directeur général de l'Office de coopération intercommunale pour la Sandaga-Maritime. Je rachetais avec les communes tout ce qui n'avait pas été acheté par des élites dans leur village. Et on allait faire de la régulation dans des marchés, dans des zones ouvrières comme Dizangue ou comme Edea, où des gens cultivent moins et consomment plus pour aussi mettre la pression et faire baisser notamment le prix du manioc ou le prix du plantain. C'est de la responsabilité des maires. Il s'agit de l'économie locale. Et en même temps, ça fait du troc. Vous avez des agriculteurs qui produisent, mais qui sont pauvres. C'est un non-sens. Quand on est agriculteur, quand on a du manioc, quand on a du plantain, on doit pouvoir vivre de sa production. Et on n'en prend pas le chemin aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Parlons Covid, notamment la sensibilisation faite depuis quelques jours, quelques semaines par le secrétariat d'État à la Défense. Les messieurs de cette structure de l'armée camerounaise, de la Défense nationale, sont sur le terrain effectivement pour également apporter du leur en vue de lutter définitivement contre la pandémie. La gendarmerie nationale traque les récalcitrants sur la route, un peu comme ce conducteur pris en flagrant délit et qui refuse d'obtempérer. Une course-poursuite permet aux routiers de le rattraper et de le ramener au poste de gendarmerie. Le radariste l'a flashé, il a appelé au poste. Nous avons mis des gendarmes pour l'interpeller. Quand il est arrivé, il a pris fuite. Il a même failli percuter un adjudant de gendarmerie qui travaille au peloton routier de Bomiabel. La moto est allée à sa poursuite, le ramener. Quand on le ramène, je demande le dossier du véhicule. Il refuse de me remettre le dossier du véhicule. C'est là où je constate qu'il est ivre. Je prends donc je me mets à le tester. Quand je finis avec le texte, je constate qu'il est vraiment en état d'ivresse publique. Là, on va le garder jusqu'à ce qu'il redevienne normal. Le sujet, pris la main dans le sac, clame son innocence. Au tableau, il enregistre pourtant plusieurs infractions. Il a la première infraction. Là, c'est l'excès de vitesse. Ce n'est même plus le non-respect de limitation de vitesse parce qu'il est allé à 111 au panneau 80. Délit de fuite, refus d'obtempérer et il ne peut pas conduire en état d'ivresse publique. Nous allons mettre le véhicule en fourrière et le garder. Cependant, il faut dire qu'en cette période de crise sanitaire, la gendarmerie nationale met également l'accent sur la lutte contre la Covid-19 dans son programme de sécurité routière. Nous avions deux missions. La première mission, c'est lutter contre la propagation de la pandémie coronavirus. Nous devons sensibiliser, éduquer et prévenir. Le port de masque est obligatoire sur nos axes. Les mesures barrières prescrites par le gouvernement doivent être appliquées. La deuxième mission, c'est lutter contre les violences routières sur nos axes. Ceci dit, l'on retient que le virus ne passera pas par la gendarmerie nationale. À côté de la lutte contre la Covid, la gendarmerie, évidemment, c'est son devoir régalien, s'occupe également de la prévention, mais de la traque sur les axes routiers contre les chauffeurs et les conducteurs ou alors les usagers ne respectant pas la réglementation. Cela dit, Covid, ça c'est quand même un axe important, un aspect intéressant pour les communes qui doivent davantage s'impliquer et une implication qui devrait d'ailleurs permettre une meilleure implémentation de la décentralisation. Mais tout à fait. Vous voyez, le Covid, par exemple, nous a permis de découvrir complètement hagard une situation pathétique. Les seaux d'eau disposés le long des pistes boueuses
ou poussiéreuses, demandant aux gens de venir se laver les mains. On a vu des compatriotes se baisser pour boire, pas pour se laver les mains, parce qu'ils avaient soif. Vous savez, ce sont des images choquantes. On devrait aujourd'hui, je vous ai dit en 1974 et 1995, nous avions des bornes fontaines où l'eau coulait à flot. Cette eau était incolore, inodore et sans saveur, comme on nous l'apprenait à l'école primaire. Aujourd'hui, nous avons une eau boueuse, rougeâtre, colorée et odorante, ce qui n'est pas normal. Même si cette eau boueuse est potable. Enfin, c'est ce qui est dit. Alors, ce n'est pas... C'est justement, le gouvernement a eu raison d'intégrer l'intercommunalité. Il n'est pas interdit que les communes portent des projets structurants. La responsabilité des projets structurants n'incombe pas qu'au gouvernement. Vous savez, les communes peuvent construire un hôpital intercommunal, ce n'est pas interdit. Mais, bon sang, mettons-nous au travail et essayons de faire plus et mieux avec moins. C'est tout à fait possible. Je l'ai fait en Sanagam-Maritime. Nous avons ouvert 11 infirmeries dans le cadre d'un programme intercommunal de réouverture des infirmeries scolaires. Et c'est un programme, si nous étions encore aujourd'hui, pour les 57 000 élèves du département, il y aurait des infirmeries un peu partout. On a mis en place un mécanisme de gestion et d'équipement pour ces infirmeries avec des écoles en soins infirmiers. Dans le cas des stages d'application, ça ne coûtait pas forcément plus cher avec les associations de parents d'élèves. Voilà. Nous avons des solutions expertes pour permettre aux communes de commencer à traduire dans les faits la décentralisation en attendant pour appeler les autres ressources. Il y a quelques mois, les maires m'ont interpellé et même les journalistes en disant nous n'arrivons pas à avancer, cette affaire de délégués de gouvernement, ça nous pose problème. On a résolu le problème des délégués de gouvernement. Maintenant, que font-ils? Je dis, ils sont de bonne foi. Ils veulent que ça avance, ils veulent que les choses soient faites. Mais commençons déjà à montrer que ce problème qui a été résolu nous permet déjà d'avancer. Or, un problème a été résolu, vous dites, oui, mais il faut un autre. Je ne fais pas le procès des maires, encore une fois. Vraiment, vous savez, moi, ce sont mes clients. Mais je voudrais tout simplement leur dire, allons-y, allons-y. Et mettons la pression sur le gouvernement pour que les ressources demandées, attendues, viennent. C'est la pression, la bonne pression, c'est l'efficacité. Toute proportion gardée, même si jusqu'à présent les maires d'arrondissement et les maires de ville ne s'accordent pas sur tous les sujets. Mais vous le dites sans cesse, faisant la comparaison entre le développement d'antan avec moins de moyens depuis 1974 et plus de moyens maintenant et moins de développement. Pour vous, qu'est-ce qu'il explique? Non, l'embourgeoisement institutionnel. D'accord. L'embourgeoisement institutionnel. Moi, maire, je ne prendrai pas une 20 véhicules de fonction à 100 millions de francs CFA. Je prendrai 4 coasters et j'organiserai du transport dans ma ville, dans ma localité. C'est-à-dire que moi-même, j'utiliserai ce véhicule comme moyen de transport en attendant des jours meilleurs. Je vous dis que le problème n'est pas... ce n'est pas interdit de faire. Les maires sont juste l'opportunité de la dépense. Ils ont raison de décider de prioriser telle chose. Mais quand on est dans un problème, dans un pays où, et avec raison, les populations sont suspicieuses, il faut leur servir un certain nombre de gages. Et parmi ces gages, je vous ai parlé par exemple du transport dans la localité, ça peut même être du transport intercommunal avec les autres. Il y a des choses, il y a des économies d'échelle qui peuvent être réalisées avec le peu de ce qu'ils ont. Et ensemble, c'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de dire au gouvernement de ne pas donner, de ne pas en donner. Ils sont en droit d'exiger que le gouvernement tienne ses engagements financiers vis-à-vis des moyens dont ils ont besoin pour implémenter le développement. Donc pas d'amalgame avec ça. Oui, quand on prend un véhicule qui coûte ça, quand on privilégie la construction d'un immeuble, d'un hôtel de ville, on a besoin de cela, mais globalement, vous savez, même il y avait des petits bâtiments qui pouvaient permettre de continuer à se serrer pour faire des choses, mais en permettant en priorité aux Camerounais de sentir qu'ils sont eux-mêmes acteurs et bénéficiaires. C'est-à-dire qu'ils sont acteurs et bénéficiaires des retombées de la gouvernance territoriale de cette transformation. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Si nous ratons cela, on aura du mal on ne pourra pas le récupérer. Nous sommes, je vous dis, ça fait sur le 4e Mayora.
Il est donc venu le temps d'agir. Sortons du juridisme et de tous les boucs émissaires qu'on cherche de gauche à droite. Allons-y, utilisons le peu de ressources que nous avons pour bousculer tout cela et pour mettre la pression sur le gouvernement pour que les ressources viennent. Et ces ressources viendront. Il y a même des niches. Il y a des niches. Vous savez, moi, quand je lance l'ouverture des infirmeries scolaires en Sandaga-Maritime, je vais voir le ministre à l'époque, je crois que c'était Joseph Ona, qui était ministre de l'Éducation nationale. Nous étions là sur des niches de plus de 57 millions de francs par an. Il y aurait aujourd'hui, si j'étais resté en Sandaga-Maritime, il y aurait aujourd'hui des infirmeries dans toute la Sandaga-Maritime. L'idée, bien évidemment, n'était pas de ne servir que la Sandaga-Maritime, c'était de présenter un modèle, un référentiel aux 57 autres départements du Cameroun. Voilà. Un sujet sport, avant un autre. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique s'est engagé à faire le tour des infrastructures sportives en vue du CHAN 2021. Vous le savez, une compétition que le Cameroun va recevoir. Le professeur Narcisse Mouele Kombi est donc descendu sur certains sites à Yaoundé cette semaine. Au complexe sportif d'Olembe, les travaux réalisés par l'entreprise canadienne McGill évoluent certes progressivement, mais les autorités camerounaises souhaitent un rythme accéléré. C'est la principale instruction que Narcisse Mouele Kombi a donnée aux ouvriers dans chaque secteur visité. C'est que les délais de livraison sont proches et beaucoup reste à faire, à l'intérieur et à l'extérieur du stade principal, comme dans les stades annexes. McGill, cependant, est confiant et envisage livrer l'édifice avant le début du CHAN en janvier 2021. Au complexe sportif de la BIAC sélectionné pour les entraînements, l'éclairage et les vestiaires ont été rénovés. Les techniciens sont concentrés sur le gazon de l'aire de jeu qui sera achevé avant la compétition, assure-t-il. Au stade Omnisport et au stade militaire déjà opérationnel, l'on s'attelle juste à l'entretien des infrastructures en attendant le CHAN. Nous sommes globalement satisfaits de l'état de ces infrastructures. Nous étions déjà prêts, quasiment prêts en avril dernier. Mais comme vous le savez, selon les très hautes prescriptions du président de la République, nous avons des objectifs de performance et de délai à tenir, à atteindre. C'est pour cela que sur chaque site, sur chaque stade, nous avons tenu en concertation avec les différentes parties prenantes à faire des recommandations spécifiques en vue d'être parfaitement prêts dans des délais compatibles avec l'organisation du CHAN dans moins de 5 mois. Il faut noter qu'une équipe d'experts CAF inspectera ces infrastructures d'ici au mois de novembre prochain, à quelques semaines de la compétition. Puisque nous sommes en sport, finissons-en avant de prendre le mot de la fin de l'invité de ce soir. Vous le savez, la finale de la Champions League, c'est ce soir. Le Cameroun sera présent sur l'art des jeux, notamment du côté du Paris Saint-Germain avec Choupo-Moting. Et cette semaine, nous y avons jeté un regard. Suivez ce reportage en anglais de Jean-Paul Sama. Cameroon will, for the second year running, be represented at the UEFA Champions League final as the Lions captain Eric Maxim Choupo-Moting and his PSG side will be up against Bayern Munich this Sunday. The 31-year-old was crucial in the club's sport here as it was his 93rd minute goal which separated PSG from Atalanta. The Cameroon international's fifth appearance was marked in the semi-final game against RB Leipzig towards the end of the match as he tallies just one goal with no assist. Paris Saint-Germain are on a good footing as they have won 9 games, lost 1 and drawn 1 so far. Meanwhile, their opponents of the night, Bayern Munich, have been cruising through, winning 10 out of 10 in this competition. These two sides are meeting for the 9th time, with PSG counting 5 wins out of Bayern's 3. Eric Maxim Choupo-Moting will be looking to achieve the same fate like Joel Matip last season with Liverpool when they lock horns with the Bavarians. Voilà donc Nestor Emlé pour terminer cette émission. S'il y avait un mot, une synthèse à dire aux acteurs et aux bénéficiaires de la décentralisation sur laquelle le Cameroun est engagé, que diriez-vous? Écoutez, un mot d'abord, avant peut-être de revenir sur ça, il faut que les choses soient claires. Le Cameroun a un instrument que le monde envie au pays, c'est le FEICOM.
qui est un instrument bien construit et très efficace dans ce qu'il fait. Nous avons évoqué ici les choix et non la remise en question de cet organisme, de cette institution qui est importante, qui est au cœur de la décentralisation et qui va être utile, de plus en plus utile à ce pays. Maintenant... Fait comme évidemment le fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. Voilà, tout à fait. Merci. Cameroun. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais dire aux communes et aux populations, c'est de s'approprier la décentralisation, de ne pas isoler les collectivités locales. Quand on les isole, justement, on a un effet contraire, c'est-à-dire qu'elles restent autonomes par rapport au reste de la société. Ce n'est pas le but. La décentralisation est une décision politique et stratégique majeure. D'accord. Et il faut que les communes tiennent compte de cela et il faut qu'il y ait des maisons de quartier en zone urbaine, parce que nos villes, somme toute, sont très grandes, et qu'il y ait des rendez-vous citoyens entre élus et population dans ces quartiers de façon vivante toutes les semaines. Ça doit bouger de partout. Il y a déjà cette tournée et ces rencontres citoyennes qui doivent avoir lieu en zone rurale, en zone urbaine, un peu partout. On n'a pas besoin d'attendre des ressources pour les organiser. Il faut commencer ce dialogue. Il faut aller au contact des Camerounais et revenir avec leurs desiderata en ayant ce que j'appelle des plans de campagne qui font la synthèse des desiderata des populations. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Donc, en un mot, concertation, l'arbre sous pala pour mieux s'imprégner des besoins. Mais aussi intercommunalité. Et ça, c'est prévu par la loi. Nous ne sommes pas peu fiers d'avoir contribué à ce que cette prise en compte se fasse. Intercommunalité, mais aussi coopération décentralisée. Maintenant, ce que les collectivités camerounaises et les Camerounais doivent savoir, c'est de cesser de venir. Moi, je reçois beaucoup de maires à Paris ou à Bruxelles qui viennent en disant, voilà, j'ai pris un billet d'avion, je viens chercher un partenaire. Merci. Faites des coopérations entre collectivités camerounaises, locales déjà, pour avoir une culture des échanges et permettre la construction de la citoyenneté camerounaise en échangeant avec les Camerounais, les élus de différentes régions, les territoires. Parce qu'il y a élus, mais aussi les territoires des différentes régions. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, seulement, on pourra aller chercher des partenaires à l'extérieur. On a mis en place des outils qui permettent cela, une plateforme qui permet de ne pas avoir à se déplacer, justement, mais de faire des demandes en ligne et qui vous permettent de mobiliser des partenaires sans trop de dépenses financières. Merci infiniment, Nestor Remlé, d'être venu ce dimanche pour évoquer cette question de décentralisation qui préoccupe plus d'un. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. En vue du bien-être des Camerounais. Très bien. Merci à vous également. Bonsoir. Bon dimanche, bon début de semaine et à dimanche prochain, 19h.